Bon, donc moi, mon sujet, c'est sur les drogues douces toxiques. Je vais commencer par faire une introduction pour expliquer d'abord ce que c'est une drogue douce. Si quelques-uns d'entre vous ne connaissent pas ce que c'est. Donc tout d'abord, les drogues douces. Les drogues douces, est un effet mineur sur l'organisme. Elle désigne presque entièrement le cannabis et ses dérivés, avec aussi l'ecstasy, le tabac et l'alcool, qui sont aussi désignés dans la catégorie drogue douce. Elles peuvent entraîner une dépendance mentale assez faible, pour parler aux drogues dures, une dépendance physique quasi nulle. Par contre, une drogue douce peut entraîner à long terme, quand on prend des doses quotidiennes assez régulières, une toxicomanie. Les drogues dures, elles, quant à elles, elles représentent surtout la cocaïne, le LSD, le crack et l'héroïne, qui sont des drogues qui sont à forte nocivité et d'une dépendance très élevée. Mais cette distinction n'a pas forcément un sens très clair, puisque selon certains scientifiques ou certaines catégories, on peut classer par exemple le tabac ou l'alcool dans les drogues dures plutôt que dans les drogues douces, surtout au niveau des médecins qui ont des catégories très on classe plutôt quasiment toutes les drogues dans les drogues dures. Ensuite, le cannabis, ça va être mon sujet principal de cette conférence. Le cannabis est très répandu dans son usage en France et dans le monde, surtout chez les jeunes, notamment à notre époque. Il est classifié en drogue douce, même s'il y a des effets qui peuvent correspondre à une drogue dure, que je vais expliquer après dans la conférence. Mais après, le cannabis a surtout des effets qui sont très méconnus par le public, et donc on ne connaît pas beaucoup de choses dessus. Donc je vais essayer d'expliquer un petit peu ça au fur et à mesure de la conférence. Et donc je vais faire un tour d'horizon rapide sur cette conférence sur le cannabis, et après je vais essayer de parler de comparaison avec le tabac et l'alcool, et je terminerai après sur une petite vidéo de la lettre. Ensuite, donc, je vais parler de la toxicité du cannabis. Donc, la toxicité du cannabis, qui est utilisée comme drogue, c'est une variété du chanvre, qui est une plante herbacée, qui est à l'origine des contreforts du Himalaya, mais maintenant qui est cultivée quasiment partout dans le monde. Elle est aussi utilisée, le cannabis, à la base comme produit non-drogue en tant que fibre. Le composé actif principal du cannabis, c'est le THC, le tétrahydrocannabinol. Et il est présent entre 4 et 9% dans ce qu'on appelle les joints à base d'herbe, tandis que dans les résines, qui sont appelées couramment chic, c'est plutôt dans l'ordre de 9% pour le marocain, qui est appelé le chic marocain, jusqu'à 30% en teneur de THC pour le hache blanc. Ensuite, en France, le cannabis est essentiellement consommé en résine, qui est pourtant le plus toxique des deux formes de cannabis utilisées. Mais on voit ces temps-ci une apparition forte de nouvelles variétés de cannabis en herbe, avec des teneurs en THC qui sont beaucoup plus élevées, qui vont jusqu'à 25%, qui sont cultivées principalement en Europe. Et donc leurs effets ne sont encore pas très connus, parce que ce sont des variétés qui sont récentes, qui datent il y a moins de 20 ans. Donc on ne peut pas encore trop étudier leurs effets. Ensuite, la toxicité du cannabis est calculée en fonction de différents critères. On a la toxicité générale du cannabis. Ensuite, on voit la dangerosité individuelle et interindividuelle. Et enfin, la toxicité, c'est le système nerveux central, donc le cerveau, principalement. Parce que c'est la moyenne pilière, mais c'est fait moins, on parlera surtout du cerveau. Ensuite, nous avons les effets toxiques sont souvent répandus grâce à des récepteurs qui réagissent avec le THC, que j'expliquerai un petit peu plus tard quand je vais avancer sur le THC. Donc après, on va commencer par parler de la toxicité générale. La toxicité générale du cannabis est déjà due à la fumée du cannabis. La fumée du cannabis contient, comme le tabac, du goudron et d'autres éléments très toxiques, qui est mélangé avec du tabac généralement. Et
Ensuite, donc, comme les effets du tabac, ça provoque aussi des inflammations respiratoires, que ce soit de l'asthme, des inflammations bronchiques. Donc ça cause des problèmes au niveau des poumons et de la respiration. Mais ça ne cause pas forcément des cancers comme le tabac. C'est pas aussi toxique que le tabac, parce qu'il contient beaucoup moins d'éléments toxiques, à part le goût. Après, au niveau du cannabis, il est utilisé en petite dose, disons occasionnellement. Il ne cause quasiment aucun effet. Par contre, quand il est utilisé pour des gros fumeurs qui consomment régulièrement, ça peut commencer à causer des problèmes plus intenses, au même titre que le tabac. Ensuite, il y a aussi je fais une petite parenthèse sur le tabac roulé. J'ai envie de préciser quelques éléments sur le tabac roulé dans la toxicité générale. Le tabac roulé, contrairement à ce que les gens pensent, même s'il est moins cher, il est aussi toxique, voire plus que la cigarette normale, qui est qu'on appelle la cigarette industrielle. Le tabac roulé, quand on fume une cigarette de tabac roulé, ça équivaut à plusieurs cigarettes industrielles. Déjà parce que leur préparation chimique est particulière, parce que c'est une préparation particulière du tabac, qui est la même que celle du tabac industriel. Et ensuite, quand on fume une cigarette qui est roulée, quand la combustion s'arrête, ce qui arrive régulièrement, ça envoie des éléments toxiques encore plus forts que quand la combustion est continue, comme la cigarette industrielle. Ensuite, il y a beaucoup de produits cancérigènes dans le tabac roulé au même titre que le tabac industriel. C'est pas qu'il est fait différemment, qu'il y a forcément moins d'éléments toxiques. C'est juste son prix qui change, juste parce que de la manière qu'il est fabriqué, sa production. Et sinon, après, c'est à peu près les mêmes éléments. Mais la concentration de nicotine dans le tabac roulé est beaucoup plus forte que les cigarettes industrielles. Vu que c'est quasiment du tabac qui est moins, disons, mélangé que le tabac industriel, qui est quasiment du tabac pur. Donc les doses de nicotine sont beaucoup plus fortes et les éléments qui sont toxiques dans le tabac pur sont beaucoup plus présents que dans la cigarette industrielle. Ensuite, on va parler de la toxicité sur le système nerveux central. Donc, il n'a pas été prouvé, jamais prouvé qu'il y ait de neurotoxicité pour le cannabis. Le cannabis ne provoque pas de problème au niveau du cerveau, des neurones, il ne cause pas de neurotoxicité, que ce soit des problèmes comportementaux, neurochimiques ou neuroanatomiques. Rien n'a été prouvé, même s'il y a des études scientifiques qui continuent à évoluer de plus en plus avec les imageries moléculaires qui permettent de voir plus loin. D'ailleurs, il y a une étude sur les gels qui montre que le cannabis et la présence de THC forte peut influencer sur la structure du neurone, ainsi que la transduction du signal, et l'hippocampe aussi, qui est là où la mémoire instantanée est utilisée principalement. Donc le cannabis peut influencer, surtout pour des jeunes consommateurs de 15-20 ans, ça peut influencer sur leur développement au niveau de ces parties. Ensuite, à l'heure actuelle, aucun changement irréversible n'a été observé à cause du cannabis. Mais après, les évolutions peuvent évoluer au cours du temps, puis il y a des nouvelles techniques pour découvrir s'il y a quelque chose de méchant dans le cannabis qui peut causer des problèmes graves au fil du temps. Et aussi le fait que les teneurs en THC changent de plus en plus, sont de plus en plus augmentées pour donner encore plus d'effets au cannabis, ce qui peut provoquer sûrement des effets encore plus importants. Ensuite, on va faire une petite explication sur le fonctionnement du THC. Donc j'ai une animation que je vais vous montrer. Le THC, il se lie au récepteur, qui est récepteur dans les neurones. Les neurones GABA, c'est des neurones qui sont surtout là pour faire de la transmission de signal. Et il y a aussi pour la récompense et le plaisir qui sont dus à ces neurones. Et le THC se lie à ces neurones. Donc, je vais vous montrer une petite animation qui parle de ça. Et qui est donc, ça agit principalement sur en fait les neurones qui sont dus à l'addiction. Un peu comme le tabac, mais c'est différent.
séduit directement de récepteur. Contrairement à la nicotine qui est un peu plus diffuse. Donc j'espère que vous voyez assez bien. Alors on voit que le site où va agir le cannabis c'est le neurone GABA, comme j'ai expliqué. Le GABA est un neurotransmetteur inhibiteur à activité des autres neurones. Le neurone dopaminergique, c'est celui qui crée le plaisir et le système de récompense. Et donc le synapse, c'est là où se rencontrent les différents neurones pour se faire la transmission du signal des différents neurones. C'est comme un peu de communication. Donc à partir de là, en regardant auprès des synapses entre ces deux neurones, entre le neurone GABA et le neurone dopaminergique, quand le neurone dopaminergique est en état excité, c'est-à-dire qu'il a envie de provoquer du plaisir et du système de récompense, il a des récepteurs au GABA, et le GABA est là pour l'inhiber. Donc du coup, il a des petites molécules qui sont là, et qui vont, au moment où le neurone dopaminergique est en état excité, le neurone GABA va diffuser ces différentes molécules pour qu'elles se lient au neurone dopaminergique, comme ça. Et ainsi, elle va stopper l'état excité du neurone dopaminergique. Donc ça, c'est le fonctionnement normal de neurones. Quand il y a le THC, il se lie au récepteur cannabinoïde, et du coup, il y a beaucoup moins de molécules qui peuvent arrêter l'état excité du neurone dopaminergique. Et du coup, le plaisir n'est pas stoppé. Il continue, voire s'intensifie. Donc du coup, le THC, le cannabis en général, a tendance à provoquer un système de récompense plus accru et un plaisir plus accru et plus long. Donc après ça, il y a la consommation. Après, on va parler de cet effet du THC. On va parler des autres effets du cannabis. Et par exemple, comme autre effet, il y a la baisse de la tension corporelle, de la température corporelle, de la diminution de douleur et le ralentissement des mouvements, qui est souvent la cause d'ailleurs d'accidents, qui est encore plus grave que l'alcool ou le tabac à cause du cannabis. Parce que le ralentissement des mouvements est très très important. Donc c'est un risque très répandu. D'ailleurs, dans l'année 2006, il y a eu 50 accidents de la route à cause du cannabis, alors que ce n'est pas une drogue très utilisée, parce qu'elle est illégale. Et c'est bon. Après, le THC est très mauvais pour la mémoire, comme je l'ai dit. Le THC est très mauvais pour la mémoire, la mémoire du travail. Donc, c'est-à-dire qu'il nous permet au quotidien, sur des durées courtes, d'intégrer différentes informations sonores et visuelles. Et du coup, le cannabis réduit énormément cette mémoire. Et à long terme, il peut être très dérangeant, ce qui peut réduire l'hippocampe. Et donc, à terme, si on la consomme en très très longue durée, et très régulièrement aussi, si on l'utilise de temps en temps, ça ne va pas forcément faire grand chose, mais quand c'est une utilisation très accrue, comme le tabac, quasiment plusieurs fois par jour, ça peut diminuer l'hippocampe et donc diminuer à vie l'utilisation de sa mémoire de travail. Donc du coup, les effets nocifs du cannabis, il y a de plus en plus de voies que les scientifiques exploitent sur quels effets il va avoir. Il y en a par exemple sur la fertilité masculine et la fumée, soit la fumée, soit le THC peut agir dessus, mais ça fait pas trop longtemps, c'est en train de l'étudier. Et ils exploitent beaucoup de voies là-dessus, c'est une source de recherche vraiment très importante. Ensuite, il y a aussi dans le corps des endocannabinoïdes, qui sont en fait des molécules qui agissent comme le THC et qui sont en fait des vraies molécules fabriquées par le corps qui peuvent diminuer l'action du GABA sur les neurones dopaminergiques. Donc ce n'est pas non plus une molécule artificielle ou pas naturelle, parce qu'on la présente même de notre corps, mais à plus faible dose. Après, nous allons parler de la comparaison de toxicité entre cannabis, tabac et alcool. Donc, par exemple, il y a une étude qui a été menée à Nouvelle-Zélande sur 339 personnes qui ont été divisées en 4 groupes. Ceux qui fument seulement du cannabis, ceux qui fument seulement du tabac, ceux qui fument les deux, ceux qui ne fument rien.
Et après, on a étudié leurs troubles respiratoires, les scanners et tout ça, pour étudier les effets que ça pouvait avoir. Il en résulte qu'un joint de cannabis équivaut à 2,5 à 5 cigarettes normales. En termes de nicotine, tout ce qui est toutes les drogues toxiques, et le goudron aussi, qui est 3 à 5 fois plus élevé dans le cannabis que dans le tabac. Ensuite, il y a un effet dose-réponse. Plus la consommation augmente, plus les dommages sur le corps et sur l'esprit peuvent être importants. Donc c'est un effet qui est conventionnel et qui est quasiment courant dans toutes les drogues. Donc ensuite, nous allons voir un petit tableau que j'ai fait sur le degré de dépendance de les principales drogues pour voir que le cannabis n'est pas si terrible en fait par rapport aux autres drogues. Quand on voit que l'alcool a une dépendance physique et une dépendance psychique très forte. Et que par exemple les drogues dures qui sont la cocaïne et l'héroïne ont des gros problèmes au niveau du risque de désocialisation. Donc du coup je vais un peu vous expliquer ce tableau en parlant de les différentes formes de toxicomanie. Donc consommer de façon régulière, la toxicomanie s'installe. Donc on a par exemple la toxicomanie s'accompagne de la tolérance, de la dépendance et de la désocialisation. Donc la tolérance, c'est par rapport au fait qu'on s'habitue progressivement aux produits consommés. Donc c'est-à-dire plus on s'habitue aux progrès, et ben il a besoin d'augmenter sa dose pour pouvoir avoir les mêmes effets. On va rechercher à avoir le même effet, donc si l'effet baisse, on va consommer plus pour avoir le même effet. Donc ça c'est la tolérance, le fait qu'on s'habitue à une certaine dose. Donc ça c'est des effets psychotropes et qui sont très répandus dans la drogue dure. La tolérance peut conduire à l'overdose, par exemple, pour la drogue dure. Après, pour la drogue douce, normalement, il n'y a pas d'overdose. Après, pour l'alcool, par exemple, il y a des comas éthyliques, qui peuvent être aussi dangereux que l'overdose, et pourtant qui est classé dans cette drogue douce. Mais après, pour le cannabis, il n'y a pas d'overdose, c'est vraiment pas d'overdose. Ensuite, pour la dépendance, c'est qu'on ne peut plus se passer de la drogue consommée. Et il faut vraiment qu'il recherche toujours plus. Du coup, on a un état de manque, un malaise profond et de l'obsession. Donc, quand l'état de manque se manifeste par un malaise, une souffrance psychologique, l'anxiété ou un état de déprime, là, c'est une dépendance psychique ou psychologique, représentée dans la colonne de dépendance psychique, donc qui est très forte pour l'alcool, le tabac et l'héroïne, et la cocaïne aussi, alors qui est très faible pour l'ecstasy et le cannabis. Après, il y a la dépendance physique, qui s'accompagne de souffrances physiques, avec le vomissement, tremblement, crampes, nausées. Donc, pour la dépendance physique, on voit qu'il est très faible pour l'ecstasy et le cannabis, tandis qu'il est très fort pour l'alcool, le tabac et l'héroïne. Généralement, les gens qui ont une alcoolique, qui sont fumeurs et quotidiens, ils ressentent un manque très facilement et peuvent recevoir des dégâts physiques en étant quasiment malades, ou avoir une dose quotidienne de la tête. Et ensuite, on a les drogues dures et les drogues douces se distinguent généralement par la dépendance engendrée par la substance consommée. Donc pour les drogues dures, elle est très forte, tandis que pour la drogue douce, elle est un peu moins, sauf pour certaines exceptions comme l'alcool, même s'il faut y aller vraiment à forte dose et très régulièrement avant de devenir dépendant. Le tabac, on devient très souvent dépendant à cause de la nicotine, et le cannabis, c'est très rare par contre qu'il y ait une dépendance, parce qu'il n'y a pas de facteur pour le cannabis pour provoquer réellement une dépendance. C'est assez rare. Il n'y a pas d'effet comme la nicotine. Ensuite, il y a la désocialisation. La désocialisation, c'est le fait qu'on soit tellement en manque, qu'on fait tout ce qu'on peut pour avoir l'argent pour faire ça, et on se fout de tout le reste, et notre seul intérêt, c'est de se procurer ça. Donc il est très fort, c'est surtout pour les drogues dures, et toujours pour l'alcool, bien sûr. Donc du coup, pour le cannabis, le tabac et l'ecstasy est très faible, puisque c'est rare qu'une personne qui consomme ce genre de produit cherche absolument à consommer à tout prix ce genre de produit. Et donc ensuite, je vais faire ma petite conclusion qui sera très brève. Il y a de plus en plus de recherches là-dessus, sur le cannabis, sur la consommation régulière de cannabis, pour voir les effets que ça peut avoir, parce que de plus en plus de jeunes consomment tôt et consomment régulièrement du cannabis, donc on ne connaît pas réellement les effets, parce que c'est un phénomène récent.
Et après, il peut y avoir des problèmes sur les capacités neuropsychologiques à propos du cannabis, que j'ai expliqué par rapport à l'hippocampe. Et c'est quoi qui peut être le plus grave par rapport au cannabis, puisqu'après le cannabis n'a pas de réel problème au niveau physique ou mentaux, comme le tabac ou l'alcool peuvent l'avoir, c'est également les drogues. Et donc du coup, je vais terminer sur ça. Ah, j'ai remarqué quelques liens ici pour en savoir plus. La plupart des sites où je trouve des informations et d'autres sites qui sont intéressants pour faire des informations, que ce soit sur les recherches ou c'est sur les différents trucs qu'on peut savoir sur le cannabis, sur le tabac et l'alcool, et même sur les drogues dures. Il y a beaucoup de choses qui sont marquées là-dessus. Après, il faut savoir discerner le vrai du faux. Et les scientifiques ont tendance à se contredire sur les recherches qu'ils font de leur côté. Mais principalement, ce que j'ai dit, c'est ce qui me semblait le plus juste de mon point de vue et le plus approprié. Et donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là parce que mon temps est terminé. Oui, c'est juste pour savoir, est-ce que tu sais pour quelle raison le goudron est employé, ça a l'air d'être souvent. On en a entendu, et est-ce que c'est peut-être. Le goudron est utilisé surtout comme conservateur. Et après, c'est un élément radioactif qui sert, et pourtant il est présent partout, mais comme la plupart des choses utilisées dans le cannabis ou le tabac et tout ça, c'est ce qui est nécessaire pour garder le tabac en forme sur le temps. Et du coup, il y a beaucoup d'éléments toxiques qui sont utilisés dedans, mais il n'y a pas seulement le goudron qui est utilisé, il y a aussi des formaldéhyde et de l'acide cyanhydrique qui sont utilisés. Et leurs effets sont très toxiques. Et du coup, pour le tabac en lui-même, c'est surtout pour le préserver. J'appelle ça un peu des concentrations. Moi, j'ai une petite question. Trois questions. En fait, j'aimerais savoir, à un moment donné, dans ta conférence, tu disais qu'il se trouvait que dans le joint, il y avait 3,5 fois plus de drogue que dans les cigarettes. Donc, et si je l'ai bien compris, le goudron, c'est quand même extrêmement toxique vis-à-vis de la santé par rapport au cancer du poumon. Voilà, c'était ma première question. Ma deuxième, c'est relative aux cigarettes industrielles par rapport aux cigarettes roulées, parce que le papier à tabac sur les cigarettes industrielles contient énormément de produits, notamment de l'ammoniac, pour éviter que la cigarette ne s'éteigne. L'ammoniac, formaldéhyde, ça c'est présent dans la cigarette industrielle. Donc savoir un petit peu le degré de toxicité de ça par rapport à la cigarette roulée, il n'y a pas autant de produits dans le. Il n'y a pas autant de produits, mais il y a d'autres produits qui sont plus nocifs que ceux qui sont dans les papiers de cigarette. D'accord. Et par rapport à la dépendance sociale du cannabis, parce que tu parles de l'effet de dépendance neurologique ou ce qui se passe à l'intérieur du corps, mais c'est aussi intéressant de réfléchir à la dynamique sociale lorsqu'on a une pratique sociale sur l'alcool ou fumer une cigarette ou fumer un joint. Il peut s'instaurer une forme de dépendance sociale en fonction du groupe social dans lequel on se trouve. Et donc du coup, on peut avoir une forme de dépendance très forte, sociale, mais pas nécessairement psychique ou physique. Cela, c'est que la plupart des drogues douces, comme le tabac ou l'alcool, normalement les gens commencent à fumer quand ils sont jeunes parce que les autres font la même chose. Et du coup, vu que le cannabis est de plus en plus utilisé, ça entraîne une proportion exponentielle parce que plus les gens fument, plus les autres qui l'entourent ont envie de fumer comme eux pour faire pareil. Et ça, c'est pareil pour les drogues douces. C'est sûr que c'est un phénomène de dépendance sociale, mais c'est plus du relatif de l'individuel. La dépendance par rapport au fait que tu as l'envie de s'intégrer à un groupe juste pour faire comme eux. Donc, du coup, c'est plus selon ce que tu penses que ce que tu as envie de faire passer. Et généralement, ça marche bien sur les ados parce que c'est plutôt en termes de je sais pas trop qui je suis, je sais pas trop ce que je fais. Donc, j'essaie d'imiter les autres, pareil. Mais après, généralement, les personnes arrivent à juger si elles le font pour si elles ont envie de le faire ou si elles ont envie de le faire comme les autres. Après, ça, c'est vraiment personne. Par rapport à ça, est-ce que c'est pas la même chose de toute façon pour l'alcool et le tabac? Parce que les vacances, c'est
C'est exactement pareil. C'est pour ça que généralement c'est le gros problème des drogues douces, c'est qu'elles sont utilisées quand elles sont les gens qui en consomment, ils ont tendance à partager leur consommation. Donc du coup ça entraîne que les autres consomment pareil et ça fait un peu de nous. Après j'avais deux questions. Par rapport au goudron, on a parlé en additif, mais est-ce que c'est pas déjà présent dans le tabac naturellement? C'est que en additif. C'est un additif, il me semble. Et après, il y en a un peu aussi dans le tabac, naturellement. Et en fait, dans les cigarettes industrielles, ils en rajoutent. En même temps que on va le et tout ça. Parce que c'est les cigarettes industrielles, dans l'industriel, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Ils se globalisent. Mais dans le tabac naturel, c'est vrai qu'il y en a. C'est surtout dû à la production qui fait ça. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que dans le tabac roulé, il y a tendance à en avoir plus que dans le tabac industriel au final. La dernière question, c'était sur le cannabis. Vous avez parlé de problème de développement, notamment de l'hippocampe. L'hippocampe, c'est une partie du cerveau. Oui, c'est juste pour savoir quel type d'information ça peut donner. Après, les recherches commencent à peine là-dessus. Après, c'est plutôt des théories pour certains sur l'hippocampe. Après, ils ont montré que le THC, le principe actif du cannabis, il agissait sur l'hippocampe en réduisant son fonctionnement, on va dire. Donc, disons qu'après, ils étudient pour voir si elle fait à long terme, ça inhibe son activité. En la réduisant, comme d'autres drogues peuvent faire sur d'autres organes. Mais c'est à long terme, secondaire. Voilà. Ils étudient ça parce que franchement, les recherches elles commencent depuis récemment sur le cannabis, parce que avant c'était une drogue très connue, très utilisée, et c'est utilisé c'était occasionnellement, et maintenant elle commence à être utilisée quotidiennement, très très régulièrement, parce qu'on va avoir de plus en plus de gros fumeurs de cannabis qui apparaissent. Du coup, les recherches elles sont de plus en plus intenses là-dedans, surtout depuis les années 2000, qui se sont intensifiées. En faisant beaucoup de recherches pour comparer d'abord avec les autres drogues et ensuite chercher ses effets sur le corps, comme sur les neurones ou sur l'hippocampe. Et sur l'hippocampe, c'est sur la mémoire. Déjà qui agit sur l'effet instantané, ça agit sur la mémoire instantanément. Du coup, à long terme, ça crée des problèmes. Mais déjà, il y a des études qui ont été faites sur les jeunes de 15 à 20 ans qui sont en plein développement, et là, ça prouve que vraiment ça crée des problèmes au niveau du développement des hippocampes. Parce que quand on est très jeune, on est très influençable par les différents véhicules qu'on peut recevoir dans le corps, que ce soit le tabac, l'alcool ou le cannabis. Et du coup, on reçoit de plus en plus jeune, il y en a qui commencent très très tôt. Et du coup, ça va créer des problèmes au niveau de l'hippocampe. Et après, c'est des études qui commencent à faire. Et il y a déjà des petites recherches. Je crois qu'il y avait une autre question par là. Alors, moi, j'ai deux questions. Est-ce que les animaux se droguent? Et deuxième question, est-ce qu'il y a une parenté chimique entre les neuroleptiques et ces drogues dont vous parlez? Pour les animaux, si vous fumez à côté d'eux, la fumée peut vous inhaler, donc du coup, c'est comme si vous fumez eux-mêmes. Donc, déjà, ça c'est. Après, pour la deuxième question. Comme des fruits qui fermentent, qui font de l'alcool, tout ça. Des fruits qui fermentent. J'imagine. Il y a des animaux qui le font. Donc, certains savent utiliser des fruits comme ça. Ça va utiliser des fruits fermentés. Après, c'est plus accidentel. Je pense pas qu'il faudrait se volontairement après. Mais après, ils peuvent être attirés par une odeur et tout ça, parce que les animaux mangent de l'odeur. Après, c'est rare qu'un animal soit attiré par une odeur de cannabis, alors que c'est possible. Ça dépend peut-être des domaines. Et quelle était la deuxième question? Les liens chimiques entre les neuroleptiques et les substances aérobiques. Les neuroleptiques. Les médicaments qu'on injecte dans le somatique qui se portent mieux. Ah, vous voulez dire utiliser une drogue en tant que thérapie? C'est ça? Non, je pense que ce sont des substances différentes.
Les substances différentes, après, les cannabis, ça vient d'une plante. Sa molécule, c'est le THC. Et c'est son principe actif. Après, je ne crois pas qu'il y ait d'autres molécules, à part celles qui font partie de la famille du cannabis. Il y a beaucoup de dérivés du cannabis. Je ne les connais pas tous parce qu'il y a vraiment énormément. Il y a dans la famille du cannabis, ils utilisent tous le principe actif du THC. Du coup, s'il y a un molécule qui utilise le THC, c'est les molécules pour le cannabis. Et sinon, s'il n'y a que le THC, quoi, c'est Il y a une question devant. Ça existe des champs électroniques pour les cigarettes. Dans les cigarettes, on enlève l'effet des microbes. Non, je ne pense pas. Parce que c'est le principe actif qui fait les effets. Et le principe actif de l'être pur, c'est une très mauvaise idée, je pense. Une très très mauvaise idée de l'être pur. Dans un cigarette électronique. De quoi? Dans le film, on parle du gros. On ne parle pas de la substance. On fait la substance du THC, parce que c'est la seule molécule qui est active. Donc parce qu'on a par exemple, il y a des expériences sur des rats où on a injecté seulement du THC pour voir les effets que ça avait sur eux. On a remarqué que c'était seulement le THC qui faisait des effets du cannabis. Mais du coup, le THC, en tumeur de 100%, déjà qu'à 30%, c'est déjà très risqué. Je pense que ça peut suicider. Mais après, peut-être qu'après, avec l'évolution des années, ils vont trouver un truc pour le rendre pur et en même temps le rendre non mortel. Mais c'est très dangereux le cannabis avec une THC pure. C'est une molécule qui est toxique à un petit peu. Si elle agit sur le corps, si elle lit toutes les molécules, si elle lit tous les neurones GABA dans le cerveau, ça peut être très très dangereux pour le cerveau. Parce que le neurone GABA est quand même très très important dans la transduction du signal. Et du coup, s'il élimine quasiment une grosse partie de ça, ça peut être très dangereux pour le corps humain. C'est pour ça que d'ailleurs les scientifiques s'inquiètent que les étudiants en THC augmentent de plus en plus dans le cannabis. Parce que plus ça augmente, plus les effets sont traumatiques pour le corps humain. Donc du coup, je ne sais pas après quoi c'est la question si vous pensez à ça. C'est une question un peu, une question de remarque par rapport au neuroleptique. Alors, je suis que psychologue, je ne suis pas psychiatre, mais le LSD était utilisé comme neuroleptique à la base. Donc, ça peut répondre à votre question. Après, pour le cannabis, je peux rajouter qu'il est utilisé comme antidouleur. Oui. Il est utilisé au même titre que la morphine. Il y a des traitements, par exemple, aux États-Unis, c'est très utilisé couramment, quasiment, de la marijuana, ou du cannabis, qui est utilisé en thérapie pour calmer une douleur, par exemple, due à une fracture. Donc, c'est utilisé surtout en antidouleur, parce qu'il calme justement le cerveau sur les transductions de signal en ralentissant. Donc, du coup, il agit un peu comme un antidouleur. Moins de effet que d'autres, comme la morphine, mais ça agit un peu comme la fin de l'ouverture. Autre remarque, j'ai appris, moi, dans la formation, que le cannabis, quand même, il y a des troubles comportementaux possibles, peut être un déclencheur, un révélateur de psychose. Une schizophrénie, des gens qui sont fragiles psychologiquement. Oui, ça peut créer des bad trips qui peuvent après, en fait, le cannabis, même si on le prend qu'une fois, qu'une dose, juste la première fois, ça peut créer, ça peut créer un bad trip sur des personnes qui sont fragiles. Et le bad trip, du coup, ça peut être des paranoïas ou des crises de psychose. Mais ça, ce qui est aussi assez, je vais pas dire incroyable, mais intéressant à voir là-dessus, c'est qu'en fait, même si tu le prends qu'une fois, ça peut te le faire sur le coup, mais ça peut te le faire une semaine après, ou même longtemps après que tu n'aies pas pris de drogue encore, que tu n'aies pas pris de deuxième dose. Ça peut avoir un effet à long terme, parce qu'en fait, le cannabis, le THC, est stocké dans les cellules graisseuses, donc il peut être libéré n'importe quand. Oui. Donc on appelle ça aussi une volonté acide pour certaines drogues, ça arrive plusieurs jours après l'utilisation de la drogue. Alors, il reste encore 2 questions, je crois, et puis après, comme ça, on pourra passer. Oui, c'est pareil. Et alors, du coup, est-ce que c'est une autre le fait qu'il n'y ait pas de combustion
c'est moins toxique. On n'entend pas tout. Alors, c'était sur la question, en fait, sur les différents modes de gestion, c'est-à-dire par infusion ou en le mangeant dans un gâteau, par exemple. Quel est le degré de toxicité? Du coup, le degré de toxicité, THC, la teneur est la même, donc ça a à peu près les mêmes effets, voire même peut-être plus, parce que vu qu'il n'est pas brûlé, ça fait qu'il n'est pas libéré en fumée, puisque quand il est libéré en fumée, il y en a qui s'échappent, que tu n'as pas forcément, donc du coup, tu as tout dedans. Après, le goudron est déjà présent dedans, ça ne change pas, et donc c'est à peu près la même toxicité. Parce que après, quand tu le fumes, tu fais que l'allumer. Voire même, vu que tu le fumes, ça diffuse plus les éléments toxiques et le THC, plutôt que de le mettre directement dans un gâteau, par exemple, qui sera déjà dedans, et quand tu manges tout. Donc du coup, il y a un effet qui s'échappe. Donc ça a plus d'effet. Au niveau de la digestion, Comme je dis, la réponse, en fait, c'est plus dangereux de manger, parce que du coup, ça explose énormément pendant la digestion, parce que quand on fume, nous avons avant déjà. Parce que quand on fume, c'est ça la différence de toxicité. et donc là, il y avait une dernière question. Et oui, comme j'ai dit, ça rejoint un peu cette question-là, c'est-à-dire que quand tu nous as montré le tableau par rapport à la dépendance associée à chaque des drogues, il y a un point, je pense, qui serait intéressant de montrer, c'est que le cannabis, on voyait que tout était plutôt faible, et qu'en fait, en général, on est vraiment dépendant du cannabis parce qu'on mélange au tabac. Et qu'en fait, à partir du moment où on fait du cannabis, la dépendance est très faible. Dans les SPCI, par exemple, la dépendance est très faible comparée à des joints. Oui, parce que là, j'ai parlé de différences entre elles. Mais clairement, si on le mélange avec le tabac, généralement, on est plus dépendant quand même du tabac que du cannabis en lui-même. Après, il y a des gens qui prennent l'habitude d'en fumer et qui ça devient plus une habitude qu'une dépendance en fait. Parce que s'ils arrêteraient, ils n'auraient pas de problème physique ou mental par rapport à l'arrêt de la drogue, par rapport au tabac ou à l'alcool. Merci bien. Bon, ben, merci Alexandre pour cette